savent pas encore ou bien n'ont pas entendu parler du projet Sopratalmia. Donc c'est un partenariat public-privé qui rassemble plus d'une vingtaine de partenaires. C'est, disons, la plus importante mobilisation de partenaires en Tunisie. Ça a été initié depuis 2012 par la Banque africaine de développement, mais on est accompagné par la TUJ qui est aussi notre partenaire. Réseau Entreprendre aussi, on travaille énormément avec eux sur les différentes phases. Et la philosophie derrière Sopratalmia, c'est de tisser plus de synergie, de coopération entre les différents acteurs de l'écosystème, parce que notre devise, c'est un seul acteur ne peut pas arriver à avoir un impact un peu plus important que si on essaye de serrer les coudes ensemble pour essayer d'avoir un impact plus important quand on est ensemble pour contribuer à réduire le problème du chômage frappant en Tunisie et qui, depuis aussi bien la Révolution que maintenant, ne cesse de se développer avec plus de 650 000 jeunes diplômés qui sortent des universités, qui se retrouvent frappés face à peut-être manque de compétences pour accéder au workforce dont on parle ou de lancer carrément des projets. Donc à date, on a lancé deux initiatives, deux éditions plutôt Sopratalmia, la première et la deuxième qui est actuellement en cours, et on a l'ambition de lancer une troisième édition à partir de la mi-février, et donc je profite après pour revenir vers vous si on peut travailler ensemble dans le cadre de cette troisième édition. Donc dans le cadre de notre travail, c'est vrai qu'on est en contact sur le terrain avec plusieurs jeunes entrepreneurs, ou bien parce qu'on cible aussi bien les jeunes, les femmes, tout profil, aussi bien diplômés qu'analphabètes, tout type de profil. Et la chose qui frappe davantage, c'est l'accompagnement justement. Donc c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a un énorme problème d'accès au financement en Tunisie, mais on croit que si une idée elle est bien élaborée, et qu'elle se positionne dans une région bien particulière, elle peut être innovante, même si elle n'est pas innovante ailleurs. Donc l'accès au financement, je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Si l'entrepreneur, tout d'abord, il a un profil assez ambitieux, déterminé, qui tient bon, qui croit à son projet, à l'idée du projet, je pense que le problème de financement ne se posera pas. Il va essayer de trouver, il y a 36 000 initiatives, là on est en train de faire du mapping par rapport à l'écosystème, et chaque mois on se rend, d'ailleurs on a fait un box, moi personnellement j'ai fait un box, à chaque fois que je reçois une invitation, je la glisse là-bas pour savoir combien de nombre d'initiatives qui promeuvent l'entrepreneuriat en Tunisie. Donc je pense que le problème de financement ne se pose pas. Par contre l'accompagnement c'est très important. Un accompagnement aussi bien dans la phase renforcement de capacité, parce qu'on a une très faible culture entrepreneuriale, c'est vrai que c'est un peu un effet de mode et je rejoins Zainab là-dessus. Donc pour essayer de soutenir ces jeunes entrepreneurs-là, pour lancer, mais aussi pour avoir des projets durables dans le temps, parce qu'il ne s'agit pas de lancer et d'accompagner un entrepreneur pour qu'il lance une société, et après, au bout de 6 mois, on se retrouve avec des emplois perdus. Donc, le plus important, c'est de travailler sur le long terme et la durabilité du projet. Donc, la phase d'accompagnement, aussi bien dans le renforcement de capacité, pré-lancement, dans la phase de préparation de l'idée, de l'élaboration de l'idée, de la levée de fonds. Et ça, c'est une très importante aussi étape pour essayer de soutenir l'entrepreneur et l'orienter dans ses choix stratégiques de financement et pour qu'il essaye aussi de lever les fonds nécessaires. Mais après, dans la phase accompagnement juridique, paperasse administrative, et le lancement des premières opérations, bien sûr. Donc, si on prend la question genre selon, bien sûr, l'expérience de Sopratalmia, d'ailleurs, je rappelle un peu nos chiffres là-dessus. On a accompagné 61 entrepreneurs lors de la première édition et une centaine de la deuxième édition. On a à peu près plus de 55 femmes sur les deux éditions, donc à peu près une moyenne de 32%. Par rapport à, je pense, une moyenne nationale de 20%, ou bien le 1/5, je pense, selon le ministère de la Femme, la dernière étude. Donc pour essayer de faire ressortir un peu quelques constats de cette expérience-là, premier point, et ce qu'on a ressenti un peu sur le terrain, c'est que les femmes, c'est vrai que
elles sont assez responsables. La femme, elle est beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus ambitieuse pour arriver à lancer son projet, mais aussi à un risque qui est lié à une, disons, contrainte culturelle. Donc, quand on lance, par exemple, les cycles de formation, notamment dans les régions de l'intérieur, la femme, elle est forcément accompagnée par son frère, son père ou son mari, même pour essayer de venir pour pitcher ou bien pour présenter. Donc il y a toujours cette contrainte où je dois être accompagnée par quelqu'un pour essayer de venir, même si c'est une présentation. Donc sur ce point-là, je pense que quand on va essayer de faire des campagnes nationales ou bien même lancées par la société civile pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, je pense qu'on va cibler les femmes mais aussi cibler l'entourage de la femme. Et là, c'est un point très important. J'ai parlé d'ailleurs récemment avec disons des acteurs là-dessus. Et des témoignages pareils d'hommes ou de femmes qui vont témoigner sur cet aspect-là, je pense que c'est important et même l'entourage va se projeter là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans l'accompagnement, et là je vais citer un exemple qui m'a frappé personnellement avec une femme de Medellín, je pense. Avec Sourotania, c'est vrai que c'est un programme assez long en termes de... Disons, on accompagne l'entrepreneur pendant plus de 2 ans de sa vie. Donc pendant 2 ans, il y a beaucoup d'évolutions dans la vie de la personne. Donc on a accompagné le lancement au départ avec les différentes phases de sélection parce qu'on fait un renforcement de capacité au cours du processus de sélection. Donc des phases de comment gérer comment lancer un business plan, comment finaliser l'idée, comment travailler et renforcer les compétences managériales de chaque porteur de projet. Et donc cette fille-là, elle a démarré. Après, au niveau de la levée de fonds, on l'a soutenue pour essayer de finaliser son schéma de financement et le boucler. Et donc, on est vraiment arrivé comme si c'était une grossesse. Et pendant X mois, on est arrivé à la délivrance. Et entre-temps, la femme s'est mariée. Et on s'est retrouvé avec une femme qui nous dit, bon voilà, avec le feedback de mon mari, eh ben, je vais renoncer au crédit bancaire suite à la finance islamique. Donc elle était un peu aussi bien contrainte que gérée par un poids de son compagnon qui donc l'a orientée là-dessus. Donc on lui a dit, c'est pas un souci, on peut vous orienter vers d'autres financements là-dessus, c'est pas vraiment le problème de base. Et donc essayer de voir un peu là-dessus et revenir vers nous au bout d'un délai pour essayer de statuer sur ce point-là. Mais il n'en est pas question de gérer, de laisser tomber, cette levée de fonds, sinon vous ne serez plus éligible justement s'il n'y a pas un financement pour boucler et compléter le don de Sourotania. Donc elle s'est retrouvée un peu frappée peut-être par les délais et tout, et on lui a donné 24 heures. Et ben, je peux vous garantir, au bout de peut-être 2 heures de temps, elle a envoyé un email pour dire je renonce à un don de à peu près 35 000 dinars. Et malheureusement, je suis dans l'obligation de laisser tomber le projet carrément après, disons, plus de 12 mois d'accompagnement. Et donc cette expérience-là m'a frappée personnellement parce que je trouve que c'est aussi important de soutenir l'aspect psychologique des femmes chefs d'entreprise, mais aussi l'entourage. Et j'insiste sur l'entourage sur ce point-là.